Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, oui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Médias Croisés. Aujourd'hui, nos deux invités, Madame Siham Henin, donc directrice de la publication du quotidien Midi Libre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et Monsieur Zoloré Mohamed, journaliste à Al-Watan et manager de l'agence Eventos. Effectivement, et bonsoir. Merci, bienvenue. Donc cette semaine au sommaire, on va commencer bien sûr avec l'actualité. L'actualité, on va dire, c'est une semaine de la fin de la campagne électorale qui a été marquée avec des battements, des accélérations, des moments importants par rapport aux tirs croisés et des événements. Parmi les événements, nous rappelons justement que nous sommes solidaires avec les journalistes qui ont été malmenés à Béjaïa. La liberté de la presse doit être conservée dans le monde entier. Et d'ailleurs, nous sommes solidaires aussi avec notre collègue allemande qui a été tuée en Afghanistan. Ça nous rappelle aussi notre décennie noire. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, un mot sur ce qui s'est passé à Béjaïa. Pour nous, tout bien public qui appartient au peuple ne représente pas d'office l'État. Ce n'est pas parce qu'en 88, voilà, on a brûlé les cabines téléphoniques que le peuple avait donné sa voix. Et cette fois-ci, avec l'incinération de ce centre culturel, vraiment, ça a été un moment difficile. Tout à fait. Tout à fait, parce que vous savez, quels que soient les motifs, à mon avis, rien ne justifie la violence. Dans tous les cas, on ne peut pas prétendre être démocratique et aller vers des comment appeler ça, vers des gestes antidémocratiques. Ce n'est pas possible. Maintenant, ils peuvent exprimer leur voix, ils peuvent vraiment refuser ce qui va venir, ces élections, le 4e mandat et tout ce qui va avec, mais rien ne justifie la violence. Un mot pour nos collègues. Eh bien, on se solidarise avec nos collègues et on dit que la liberté de la presse est réellement une ligne rouge à ne pas dépasser parce que c'est une corporation qui a payé très cher durant la décennie noire et ce n'est pas du jour au lendemain que les journalistes ont pu comme ça sortir. Vous savez, moi, j'ai pas vraiment vécu cette période parce que j'avais commencé la presse en 2000, mais vous savez, mes collègues m'ont raconté qu'ils étaient là à attendre dans leur fenêtre, c'est qui le premier qui va sortir dans le quartier pour pouvoir après mettre le nez dehors. C'était pas facile. On peut vous le confirmer, nous on était là. Exactement, moi j'étais pas encore là. Donc vous savez, c'était une période très difficile dans laquelle il est important d'éviter de sombrer à nouveau. Très bien, donc le Midi Libre solidaire avec nous et les journalistes. Monsieur Zoloré, vous étiez là avec nous. On va dire, nous on fait partie donc, de la presse qui a été autorisée, donc la presse écrite en 1990, oui. Et puis la presse audiovisuelle qui a été plutôt formée en coopérative. D'ailleurs, nous étions parmi les 5 coopératives. Et aujourd'hui, bien sûr, on se remémore tristement à chaque fois qu'il y a un décès dans le monde par rapport à nos journalistes. Monsieur Zoloré, vous étiez en plus à la base de certaines réglementations. Vous savez que moi, mon caractère, c'est un caractère de pacifiste et j'ai un esprit aussi de non-violent. Donc tout acte de violence, je le refuse. D'autant plus que quand il s'agit d'un passage et qu'on parle de démocratie, donc je ne pourrais pas l'admettre. Comme vous avez dit, moi j'ai vécu la décennie noire. En ce moment-là, je couvrais pour la presse espagnole, pour La Vanguardia, pour la Cadena. J'ai vu beaucoup de choses. Donc je ne pourrais pas oublier au grand jamais, je ne pourrai jamais au grand jamais oublier ce qui s'est passé. Donc, des scènes comme celle de Béjaïa me rendent malade et surtout quand ça touche des amis journalistes, je ne l'accepterai jamais au grand jamais. Nous, en tous les cas, avec la jeunesse de Béjaïa, nous disons que nous avons entendu aussi le message de 2000 étudiants pacifiquement qui ont porter leur voix. Bien sûr, on peut protester, mais pacifiquement, de manière pacifique. Rien ne justifie la violence, absolument rien. Et d'ailleurs, donc, on va continuer par rapport à ce sommaire-là, parce que la semaine aussi a connu un changement de gouvernement en France. Oui. Vous savez que nous sommes chaîne française. Donc, M. Manuel Valls a été nommé Premier ministre en France, ce qui change beaucoup de choses, et par rapport aux relations justement avec le Maghreb. Une opinion dessus ?
Moi, je me dis que par rapport au changement en France, la venue de Valls ne va rien changer aux relations algéro-françaises. Vous savez, la France, après les élections présidentielles en France, elle va être toujours là en Algérie et elle va essayer de décrocher encore des marchés comme celui du TGV qui se chiffre quand même à 15 millions d'euros. Donc, rien ne va changer dans les relations algéro-françaises. Par contre, sur le plan interne, beaucoup de choses vont changer parce que j'ai écouté un petit peu la déclaration de politique générale hier de Valls et je me dis que c'est quand même une personne qui est là à la tête d'un gouvernement qui est censé être socialiste, mais c'est l'extrême, c'est la gauche de la droite. D'ailleurs, on rappelle qu'on avait eu M. Mélenchon qui nous avait dit c'est une politique de gauche mais de droite. À droite, c'est pas possible parce que j'ai vu un petit peu ses déclarations par rapport à l'immigration, par rapport à sa politique vis-à-vis des Roms. Il faut pas aussi oublier que c'est une personne qui est français depuis 86, je pense, parce qu'il est espagnol à l'origine d'ailleurs. Voilà, à l'origine, donc il ne faut pas aussi qu'il oublie ses origines. Monsieur Zoloré, le Front National, une percée? Pas une percée, je dirais pas une percée, mais c'est une faiblesse des autres côtés. C'est-à-dire que le Front il profite. D'ailleurs, comme a dit mon ami, pour le Premier ministre, hier, par hasard, je suis tombé sur une chaîne de télévision française. Ils ont fait un parallèle entre le discours de Sarkozy et le discours de Valls. Ils étaient presque les mêmes. Donc, pour moi, ça ne changera rien. En tous les cas aussi, donc on va continuer avec l'actualité. La visite de John Kerry, on le rappelle bien sûr, à Bruxelles, oui, où il a rencontré Mme Ashton. Et il a poussé bien sûr à la vente du gaz de schiste, on ne va pas se le mentir. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est ça qu'ils veulent placer. Et puis aussi les tensions par rapport à la Russie, car il y a un déséquilibre mondial. Nous étions très proches de la Russie. Aujourd'hui, avec ces changements et la visite de M. John Kerry ici en Algérie, on se pose des questions. Mais un mot par rapport à la visite de John Kerry? Je pense que la visite de John Kerry, c'était un planning, elle était prévue depuis longtemps. Donc, il se trouve qu'elle tombe dans une... Elle a été reportée la première fois. Elle a été reportée la première fois et c'était pour une raison de timing. Et là, c'est vrai que le fait qu'ils viennent en pleine campagne électorale pour des élections capitales qui sont la présidentielle en Algérie, c'est vrai que ça a donné du fil à retordre à l'opposition notamment. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est quand même un pays qui est sur le toit du monde, c'est les États-Unis et qu'il a un planning très chargé. Il se trouve qu'il était en Algérie. Justement, M. Zoloré, les relations algéro-américaines, les visas et tout ça, vous connaissez? Bien sûr. Non, moi, je dirais pour les visas, moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, j'ai écrit une lettre à l'ambassade américaine, les félicitant pour avoir facilité les... Pour les journalistes? Particulièrement. Moi, je crois que c'est au-delà des visas. C'est-à-dire que cette venue de Kerry, moi, je la trouve tout à fait normale. C'est un ordre mondial. Exactement. L'histoire, elle est faite par un ordre mondial. Donc, ce n'est pas les élections qui vont bloquer un passage ou une venue. Je crois que le problème est au-delà de ces élections. Donc, on va passer directement à M. Kacha. Bonjour M. Kacha, vous êtes là. Donc, la question de la semaine, c'est que s'est-il passé avec l'APS et la délégation américaine? Écoutez, d'abord, je vous remercie de prendre la peine de vous adresser aux concernés pour vérifier. Mais vous le faites alors qu'on a déjà expliqué et on confirme, je réitère, que nos journalistes ont travaillé sur la base de ce qui a été traduit, interprété simultanément par l'interprète officiel de John Kerry. Il ne viendrait pas à l'idée d'un journaliste de tripatouiller un discours prononcé, pas seulement devant les journalistes de l'APS, mais il y avait aussi d'autres journalistes, de transformer ou de donner un autre sens à une déclaration d'un Américain. Au demeurant, même l'ambassade américaine et le département d'État, contrairement à ce qui a été écrit, n'a jamais démenti l'agence de presse algérienne. Ils ont dit que ceux qui ont travaillé sur la base de l'interprétation simultanée, c'est-à-dire c'est l'interprète de John Kerry, du secrétaire d'État américain, parce que l'expression en anglais pouvait effectivement être interprétée dans deux sens différents, dont celui qu'on a donné, mais le journaliste a instinctivement mis
entre guillemets, la déclaration de l'interprète. Il n'y a pas eu de démenti du département d'État, ni de l'ambassade américaine, ni des accompagnateurs de John Kerry. Et nous avons expliqué que nous avons travaillé sur cette base. La transcription de ce qui a été déclaré en anglais a ensuite été faite par les Américains, département d'État et ambassade, et on a repris. Mais entre-temps, la plupart des journaux privés algériens et certains sites électroniques, excepté un ou deux qui ont pris la peine de nous appeler, donc ils ont donné une version, ensuite ils ont donné les explications qu'on a fournies à l'APS, mais ils n'ont jamais dit que l'APS avait déformé ou s'était trompé. Ils ont dit ceux qui ont travaillé sur la base de l'interprétation de l'interprète donc américain qui est venu dans la délégation officielle de John Kerry ont pu être induits en erreur par cette mauvaise traduction. C'est-à-dire qu'on a à aucun moment, et on l'a dit pendant 2 jours, on a transgressé, transformé, ni orienté sa déclaration, une déclaration publique du chef de diplomatie de la première puissance. Il viendrait à l'idée de personne de tripatouiller une déclaration de cette importance. Hamid Kacha, donc on arrive au 50e anniversaire de l'APS, enfin on a passé le 50e anniversaire de l'APS. Quel est l'avenir de l'APS et surtout sous votre direction, Internet, télévision? Petite correction, ça ne nous rajeunit pas, nous non plus, nous les serviteurs de l'APS. L'APS a déjà, c'est sa 53e année, elle est née avant l'indépendance. Vous n'étiez peut-être pas né, moi-même j'avais 1 an, elle est née en décembre 61. Première dépêche de l'APS a été diffusée en 1961, décembre 61, donc avant l'indépendance. Maintenant, pour répondre à votre question, nous nous adaptons un peu à l'ère du temps. C'est 2 axes majeurs de l'avenir de l'APS. C'est on privilégie, on fait dans le tout multimédia, dans le tout numérique, comme quasiment toutes les agences de presse du monde, parce que tout le monde se cherche une nouvelle façon d'exister dans ce monde bouleversé par la technologie par les technologies de l'information et de la communication. Et deuxième axe fondamental sur les années à venir, c'est l'introduction de la production aussi de la vidéo et de l'audiovisuel de façon plus générale, comme apport enrichi de l'APS au paysage médiatique. C'est-à-dire qu'on ne donne plus que l'information écrite et les photos, mais on y ajoute la vidéo et l'audio bientôt, et aussi tout ce qui concerne les instruments, les éléments multimédia. C'est une offre enrichie, on ne vend plus que le texte. Merci beaucoup. Et donc voilà, nous avions la voix de l'APS. Moi, je dirais, par exemple, si j'étais du côté je ne sais pas, pour cette bourde, si moi j'étais du côté des officiels, j'aurais renvoyé tout vers l'APS en disant qu'il n'y a aucun communiqué officiel qui évoque cette phrase qui, rappelons-le, et que les États-Unis sont très satisfaites du respect, de la transparence dans la préparation des élections. Si j'étais à la place de l'APS, tout simplement, je vais publier l'enregistrement pour dire, il y a du marin, voilà, à aucun moment on a travesti les propos de John Kerry. Une précision, M. John Kerry parle très bien le français. Exactement. Mais attention, il faut aussi se dire que le plus important, là, on a essayé un petit peu de détourner le débat parce que l'événement, ce n'est pas la bourde de l'APS, c'est la visite de Kerry en Algérie, c'est ça l'événement. Et nous, de toute cette visite, on a résumé cette visite à une bourde d'une agence officielle. Bon, on a résumé ça aussi à un deuxième élément. Monsieur Zoroké, précisez-moi, dans les journaux, on a parlé du dîner privé du soir de Monsieur Kerry avec Monsieur Orzali. Exactement. Des connaissances? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui m'a étonné, parce que je crois que dans son programme, c'était prévu bien avant. Hein. Ce n'est pas le jour de sa venue qu'il a rencontré Orzali. C'est-à-dire que c'était prévu bien avant et c'est une chose qui ne m'a pas étonné. Il a le droit de rencontrer qui il veut. Hein. Tout à fait. Donc nous rappelons une chose, c'est qu'avant, les États-Unis ne passaient pas une nuit en Algérie. Oui. Maintenant, ça commence. Passons plutôt au côté Qatar. Donc on a reçu aussi la visite du prince qatari dans un contexte national et international particulier. Bien sûr. Alors, Doha. Doha, apparemment, d'après ce qu'on a eu comme écho, c'est que Doha est venu chercher une médiation de l'Algérie par rapport à ce qui se passe. Ils se sont isolés. Le Qatar se sent isolé aujourd'hui par rapport à sa politique internationale. Donc, il est venu chercher un petit peu l'aide du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui est un chevronné en termes de relations diplomatiques. Donc, j'imagine qu'il cherche une médiation avec l'Arabie saoudite particulièrement
Voilà, disons-le bien que les Émirats ont une relation particulière avec... Avec le président de la République aussi. Donc il est venu un petit peu chercher à amadouer les esprits et dire... Les investissements qataris, ils vous impressionnent dans le monde? Dans le sport? Non, pas du tout. C'est-à-dire que bon, j'étais à Qatar au mois de décembre 2012. Et je me suis approché un petit peu de ce qu'ils font et de leurs prévisions dans le monde. Je crois que pour moi, bon, dans le temps, c'était pas le fils, c'était l'autre, c'était le père. Et je crois qu'ils ont une vision politique qui est dirigée, parce qu'il ne faut pas dire que c'est eux-mêmes qui font cette politique, qui est dirigée. Ils ont assez d'argent et ils font un travail pour les autres. Moi, je trouve que par rapport au sport, donc, les groupes qataris présents en Algérie investissent beaucoup. Beaucoup, exactement. Tout à fait. Rappelons qu'ils ont changé de nom, donc ils s'appellent Ooredoo. Un bonjour à nos amis, et surtout à M. Jazeri, oui. Qu'on rappelle, qui est toujours pour la à presse. L'écoute des médias. Justement, l'université, l'Institut de la formation pour les journalistes. Exactement, c'est le premier opérateur de téléphonie mobile qui a instauré cette relation un petit peu particulière avec les médias. D'ailleurs, ils font des formations pratiquement hebdomadaires pour les journalistes et c'est le premier opérateur à faire ça. Et quand on dit qu'ils sont guidés, on va être réaliste. Hein. Nous, au Parlement européen, il y a ce qu'on appelle des guidelines, c'est-à-dire des guides, et il y a des formateurs pour ça. Et d'ailleurs, en parlant du côté journalistique ici en Algérie, est-ce que vous trouvez justement que le traitement journalistique entre la presse écrite et la presse audiovisuelle aujourd'hui qui a explosé, avec la nouvelle loi aussi qui vient d'être votée, est-ce que les journalistes sont prêts? Est-ce qu'ils ont un professionnalisme? Mais je ne voudrais pas rentrer dans le débat. Rentrer dans le débat parce que... Mais vous savez, quand même, on a remarqué lors de cette campagne électorale qu'il y avait une nouveauté. Il y a deux nouveautés. La première, c'est la venue des chaînes privées, des chaînes d'ordre privé avec la loi et tout de l'audiovisuel qui a été revue. Donc il y avait, avec comme revers quand même quelques dépassements, mais bon, elles sont là, ces chaînes sont là. On a aussi le deuxième paramètre, c'est les réseaux sociaux. Et là, je pense que là, on les découvre et je pense que les candidats eux-mêmes ne mesuraient pas l'ampleur de leur... Quand on voit que des personnalités politiques donnent l'exclusivité à un journal en ligne. Exactement. Là, bon, vous avez l'information en ligne et aussi les réseaux sociaux. Vous savez, je pense qu'on n'a pas anticipé sur le rôle. Parce que là, avant la télévision, avant le journal, avant tout autre support médiatique, nous avons l'information à travers les réseaux sociaux en premier. Vous disiez diriger. Nous savons très bien que derrière les médias, il y a aussi, je vais dire, des orientations. Donc aujourd'hui, ce que je dis par rapport au professionnalisme des journalistes, ce qui s'est passé, je vais dire, les gourdes qui sont passées dans certaines chaînes, je vais dire, privées algériennes, le live a dépassé l'entente. Et c'est vrai que sur les réseaux, ça a explosé. Ça a explosé, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis qu'ils n'ont pas anticipé sur le rôle des réseaux sociaux, parce que je vous parle par exemple de la petite pavue de Sellel. Si c'était je sais pas, au temps de la chaîne unique, personne n'aurait fait attention, personne n'aurait relevé, parce que tout simplement, ça a été dit dans un cadre privé. Après, bon. Et il est repassé dans la chaîne pour s'expliquer. Pour s'excuser au nom de l'État algérien, alors que c'est une phrase qu'il a dit quand même à titre personnel, mais ici quand même, parce que ça reste le Premier ministre. Parlant de cette campagne, on n'a pas de CSA en Algérie. En France, nous sommes soumis à un CSA qui nous donne ce qu'on appelle un temps de parole par parti et qui est chronométré à la seconde près. C'est valable pour la chaîne étatique. Pour le NTV, si. Pour le NTV, à la veille des élections, il y a des tirages au sort qui se font. Bon, je ne suis pas là pour parler au nom de mes collègues de l'NTV, mais à la veille des élections, il y a des tirages au sort qui se font et qui donnent le temps pour chaque candidat, le temps d'expression pour chaque candidat et la plage horaire à laquelle il doit passer. Donc ce sont des tirages au sort. Ça a été fait aussi. Mais là, pour les chaînes d'ordre privé, ça n'a pas encore atteint ce stade-là, mais pour la chaîne étatique, si. Monsieur Zoloré, vous savez que nous étions à la recherche de l'ouverture d'une chaîne ici en Algérie. Donc la loi, on l'attend depuis 1990, donc nous sommes patients. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi? Comme on l'avait dit bien avant, c'est-à-dire que pour moi, tant qu'il n'y a pas cette loi, il y aura des dépassements. Bien sûr. Tels que cette fois-ci, où les gens passent à la télévision quand ils veulent, alors que normalement, comme vous avez dit, il y a un conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit gérer tout ça. Donc il y a une partie qui échappe totalement à ce contrôle.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la loi. C'est tout. Exactement. Revenons, M. Exactement. Zoloké, vous savez que nous avons une carte de presse du Haut Conseil de l'information qui existait. Qu'est-ce qui va changer depuis cette période-là, donc en 1993 à aujourd'hui? Moi, pour vous parler franchement de cette carte de presse, je vous dirais deux mots. C'est la montagne qui va accoucher d'une souris. C'est tout. On parle trop de cette carte, c'est une petite carte. Ça n'a pas de... Très bien. Très bien. Ça n'a pas de Alors, valeur. justement, par rapport aux cartes de presse journalistiques, comment vous procédez maintenant avec vos journalistes? Des ordres de mission et des cartes de presse. Nous avons des cartes de presse internes. Chaque journaliste doit avoir une carte de presse. Et nous avons aussi des ordres de mission qui disent texto que les autorités doivent laisser cette personne travailler, exercer ses fonctions. Ça ne se fait pas souvent, malheureusement, parce qu'on a vu des collègues qui ont été quand même, comme ça a été le cas à Béjaïa. Mais elle est ce qu'elle est, mais elle sert à quelque chose quand même. Alors, bien sûr, on rappelle le Midi Libre, partenaire aussi du groupe. Tout à Donc, fait. voilà, est disponible bientôt, j'espère, à l'étranger. Oui. Combien de tirages aujourd'hui? 20 000. Très, très bien. Et puis, donc, on va passer, excusez-nous d'avoir pris beaucoup de temps par rapport à ça, mais on voudrait parler de quelque chose qui est important. Ici, en Algérie, vous le savez, les journalistes ont travaillé à la pige, comme on dit. On travaillait en tant que coopérative. Quand il y avait du travail, c'est comme les artistes. On nous appelle de Ramadan en Ramadan. Maintenant, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, il y a des chaînes. Donc, on est présent et puis on peut se battre pour essayer de ramener des sponsors. Mais parmi nos activités, il y a eu la création d'événements. Parlant de l'agence Eventos, à laquelle nous avons assisté à sa création, avec un voyage à Janet où on avait déplacé 800 personnes avec une montagne de sponsors qui étaient partis pour un marathon international. Comment a commencé l'agence Eventos? Vous savez que l'agence Eventos, au début, elle s'appelait l'agence Endurance. Et c'est-à-dire suite à une demande que le CNR, c'est-à-dire le registre national du commerce, a créé justement le code pour l'agence événementielle. Et à partir de là, on a commencé, d'ailleurs j'ai la lettre jusqu'à aujourd'hui, et à partir de là, on a commencé à créer des événements, chose qui n'existait pas en Algérie. Donc, par exemple, l'agence Eventos a créé le marathon au sud. De Janet? Janet, Tiout, Naama, Gardaya. Aussi, on a créé, c'est-à-dire on gère le domino à travers le territoire national. Vers une fédération, Inch'Allah. Et il va y avoir une fédération, Inch'Allah, parce que ça, je crois que ça a dépassé un petit peu Mais vous le êtes cap. membre au niveau international? Je suis membre, je suis vice-président de la Fédération internationale de domino. On a participé à 3 championnats du monde, à Las Vegas, à Orlando, au Panama. Et maintenant, ça a dépassé totalement les capacités de l'agence et il faut qu'on passe à une fédération. Et avant-hier, j'ai reçu une demande pour organiser le championnat du monde de domino ici en Algérie. On est en train de voir. Le meilleur endroit pour un journaliste pour faire passer les messages. Au café. Exactement, surtout avec le mois de Ramadan. Ça tombe très bien. Maintenant, je suis sur un projet qui s'appelle Trekking et Tradition. Alors, au départ, on l'a appelé Trekking et Tradition parce qu'on devait faire des randonnées, des activités sportives, de la pêche sportive. Et en même temps, on a choisi un village. On a fait un petit peu la Wilayat Tlemcen. On a trouvé un village qui s'appelle Oulad Bel Hassan. Au départ, c'était des maisons troglodytes. Et maintenant, c'est devenu un village qui a été abandonné. On l'a repris pour en faire le tourisme rural. C'est une opération pilote en Algérie. C'est la première fois que ça se fait. Il y a même l'Union européenne qui est venue visiter, qui a adhéré au projet. Parallèlement, alors la vie, c'est-à-dire que le tourisme, ça va être dans ce village, ça va être... Tout est traditionnel. Alors on vous invite à regarder les quelques photos. La hsera, la meida, manger le broukes, le couscous, tout est traditionnel, le plateau en terre cuite, la cuillère en bois, on mangera bio, ce qui est sûr, et beaucoup d'activités physiques. On prendra des groupes de 15 à 20 pour pouvoir maîtriser le groupe. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et puis une précision aussi, il y a un tournage, un film américain sur place. Et justement, maintenant c'est lui qui nous retarde un petit peu parce qu'il y a le réalisateur américain Charles, je ne sais pas, il
Il a justement pris le village pour tourner le film de l'émir Abdelkader. Et là, on attend. C'est une bonne nouvelle. Au moins, les décors vont être réutilisés. Oui, oui. Il est en train de. Ils ont nettoyé, donc on avance un petit peu, même si. Voilà. Mais parallèlement, on ne s'arrête pas parce qu'on a organisé déjà une randonnée dans les parages. Et le 19, 20 et 21 juin, on organise un très grand festival sportif à Bni Bahdel où il va y avoir la randonnée, parapente, la voile, l'aviron, la pêche sportive, cerf-volant et les jeux traditionnels. Un site internet? Il y a un site internet www.mid.com.dz. Alors merci, sans trop tarder, je vous invite à suivre avec nous quelques-unes de la presse nationale de cette semaine. Alors bien sûr, donc on a découvert l'agence, on a découvert ces images. Parlons un peu du Midi Libre. Oui. Présentez-nous un peu le Midi Libre, sa création et aujourd'hui son objectif. C'est un journal, c'est un quotidien national qui fait de l'information en premier lieu, qui fait de l'information une donne sacrée, donc à ne pas travestir et à ne pas j'allais dire, prêtez-moi le mot, à ne pas diffamer, bien sûr. On fait de l'information, de l'info, rien que l'info. C'est ça le mot d'ordre Midi Libre. C'est un journal qui a été créé en 2007. Le 8 mars 2007, nous sommes donc maintenant à notre 7e année. Je pense qu'on a fait du chemin, même du bon chemin depuis. Très bien. Il faut savoir que par rapport à la justice, il y a toujours le délit de presse? Oui, il y a toujours, mais il n'est pas pénal. Mais ce n'est plus du pénal, c'est passé au civil, c'est tout à fait normal. Vous savez, la liberté d'expression ne vous donne pas le droit de diffamer, d'injurer, d'insulter une personne au nom de la liberté d'expression. Ça, c'est clair. C'est tout à fait normal que l'État mette des garde-fous parce que pour parer justement à des dépassements, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à l'audiovisuel, je pense que ça va venir, mais ça n'existe pas encore. Et là, l'État a mis des garde-fous. Je pense que c'est tout à fait normal. Alors, et le problème de gestion? Parce que aussi, les journaux, on sait aujourd'hui... C'est avant tout une entreprise, un journal. C'est une grande entreprise. Exactement, c'est une entreprise à gérer. Qui pèse par rapport à l'imprimerie, la publicité... Tout à fait, tout à fait. Un journal ne vit pas de ses ventes, ça il faut le savoir. Alors, le journal ne vit pas de ses ventes. Bon, Al-Watan, on va dire qu'il a pas mal de sponsors et tout ça, mais nous avons vécu les grèves qu'il y a eu... On parle d'annonceurs. D'annonceurs, voilà, on parle d'annonceurs. En parlant des grèves et donc du statut des journalistes, est-ce qu'il a évolué à la Maison de la Presse, on va dire? Évoluer, c'est-à-dire pas grand-chose, moi. On a quand même eu des acquis quand même. Il y a des acquis, mais... Pardon, je vous interromps. Là, nous avons un phénomène qui est assez nouveau. J'ai des journalistes qui travaillent avec moi dans la rédaction qui s'autocensurent carrément. Ils n'attendent pas qu'on les censure. Ils s'autocensurent, c'est pas possible. Depuis 62, il n'y a pas de problème. Il y a des journalistes qui... Voilà. Revenons par contre au statut, parce qu'aujourd'hui, nous avons des étudiants de l'université de journalisme qui nous appellent tous les jours et auxquels, bien sûr, nous donnons des conférences, on essaie de les aider, de les orienter quand on ne peut pas les employer, mais on parle toujours de leur statut, parce que ce ne sont plus des pigistes, ce sont des gens qui se déplacent, qui représentent le média, et qui demain sont vendeurs aussi pour ses sponsors. Bien sûr, des couvertures. Je crois qu'il y a un côté qui est très important, c'est le côté réglementaire. C'est-à-dire, il faut le combler. Une fois qu'on le comble, tout marchera très bien. Maintenant, tant qu'il y a ces petites fuites dans la réglementation, il y aura toujours des problèmes. Des manquements. Très très bien. Ok. Passons donc à la une des journaux de cette semaine et notamment donc au traitement. On revient bien sûr par rapport à la France, au gouvernement français qui a été mis en place, donc Laurent Fabius qui est resté au niveau des affaires étrangères. Et puis l'arrivée par rapport de la communauté maghrébine un petit peu au gouvernement, ou plutôt le retrait des grandes figures de la communauté maghrébine. Est-ce que c'est par rapport au Front National? Bien sûr, c'est la montée du Front National qui a fait que les émigrés soient un petit peu mis à l'écart. Ça, c'est évident. Voilà. Monsieur Zoloré, on parle sur Marseille? Non, je crois que... Je ne sais pas. Pour moi, rien n'a changé en France. Rien n'a changé. Donc, c'est la politique de Sarkozy qui continue. C'est toujours...
Moi, je ne vois pas de changement. Sérieusement, je ne vois pas de changement. Bon, il faut savoir une chose. Le changement, il est aussi par rapport à la communauté maghrébine, c'est qu'elle est consciente de son poids. Oui. Elle est consciente du marché économique. C'est 5 milliards d'euros le marché halal aujourd'hui, estimé. Bien sûr qu'on a vu certaines parties de la communauté qui se sont rapprochées du Front National. Ils adhèrent à ce vote, tout en sachant que le Front National, ce n'est pas Madame Marine Le Pen seulement. Il y a tout un groupe derrière. Oui, mais après, c'est un groupe qui épouse les idées de Marine Le Pen. Moi, ça c'est évident. Mais Vous venez de parler du problème de halal. Moi, je refuse de le discuter. Parce que j'étais chaque fois en Europe, pour ne pas dire la France, on ne m'a jamais parlé du problème du kasher. Parce que quand je partais, je mangeais kasher, tant qu'il n'y avait pas le halal, les produits halal. On est autorisé à manger kasher. On n'a jamais soulevé ce problème de kasher et aujourd'hui on soulève le problème de halal et nous on tombe dessus et on commence à discuter. Je refuse de le discuter, ce problème de halal. c'est une donne économique très importante aussi, les enfants. Je Quand même, refuse, c'est 80% des boucheries, enfin des abattoirs, préfèrent faire du halal Oui. parce qu'économiquement, changer les machines, tout le reste, ça coûte trop cher. coûte cher. Et le débat est parti du Front National parce que c'est Madame Marine Le Pen qui a dit je ne vais pas manger au quick parce qu'ils font du halal. Oui. Il y avait aussi le Kentucky, le vendeur de poulet pané aussi qui a eu un grand problème parce qu'avant tout le monde allait manger chez eux du poulet. Et puis à ce moment il a dit je ne fais plus du poulet halal. D'ailleurs, je me pose la question, comment on peut, nous, consommateurs, savoir si c'était du halal ou pas? Exactement. Exactement. Moi, je ne sais pas, je fais pas À de l'aide de différence. Mataha. Je ne fais pas de différence entre le kasher et le halal. Très bien, en tous les cas, je vous invite encore à regarder ces photos donc, de la région de Tlemcen, qui est aussi votre région. Bien sûr. C'est Alors- pour ça que je suis retourné là-bas. Alors par rapport à ça, bien, il y a eu une hier sur Al-Watan. On peut le dire, la une parle toujours aujourd'hui du report de tous les procès, donc à la haute cour, qui ont été reportés après les Les élections. élections, bien sûr, ça Voilà. c'est pour éviter tout dérapage. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, par rapport à ça, le traitement des journaux, même le traitement de la presse, on voit qu'il y a deux équilibres. Vous savez, moi je me dis qu'il n'y a pas de presse indépendante. Dans n'importe quel pays au monde, il y a une presse indépendante financièrement, oui. Et encore, une presse indépendante financièrement, nous c'est la NEP. Tous les journaux attendent la publicité de la NEP. Donc l'État a une mainmise quand même, encore heureux d'ailleurs. Mais je me dis que durant cette campagne électorale, quand même, la couverture, moi je vous parle un petit peu de la couverture médiatique pour cette campagne électorale, moi je regrette que certains de mes confrères, peut-être nous aussi, à un certain moment, on est tombé dans le piège. Vous savez, on a beaucoup parlé de cette histoire de 4e mandat, de la maladie du président qui se présente pour un 4e mandat, alors que l'essentiel n'est pas là. Et on a vraiment oublié le programme des candidats. Prenez n'importe quel citoyen, n'importe quel candidat. Dites-lui, le programme, qu'est-ce que vous allez m'offrir? Est-ce que quand je vais me réveiller le 18 au matin, est-ce que mon quotidien va changer? C'est la réponse qu'il faudra donner aux citoyens. Maintenant, se focaliser sur la maladie du président, encore le 4e mandat, moi je pense que c'est un faux débat, parce que tout simplement, à côté, nous avons des candidats qui essaient de nous faire avaler des pilules quand même assez graves et dangereuses. Parce que là, j'ai entendu l'un des candidats, pour ne pas le citer, M. Ali Benflis, qui parle du retour du fils d'Issou. Vous savez ce que ça pèse dans la politique nationale, un parti d'Issou qui revient alors qu'il était à l'origine d'une décennie noire sanguinaire pour les Algériens qui n'oublieront jamais. On en a parlé tout à l'heure. Donc, à côté de ça, vous savez, on s'est focalisé sur cette histoire. On a complètement détourner le débat et au fond, il y a l'urne qui va parler. Il y a l'urne qui va parler. Est-ce que ce n'était pas la façon de... On se dit peut-être que c'était voulu parce qu'à côté, le président de la République, il sera à son 4e mandat, donc son programme, bien, mauvais, moyen, passable, il est connu. Mais ceux qui vont venir, ils se sont mis, à l'exception de quelques candidats quand même, ils se sont mis à faire descendre aux enfers un mandat, les trois mandats précédents, alors que ce n'est pas le but de la campagne électorale. C'est vrai, je peux tirer sur l'adversaire, mais il y a l'art et la manière aussi. Nous savons très très bien qu'aujourd'hui, tous les candidats essaient d'avoir des coalitions. Oui. Il y a des coalitions qui sont naturelles, il y a des coalitions qui sont
on va dire, contre nature. C'est là qu'aurait dû intervenir l'opposition, justement, parce que moi, ce que je reproche un petit peu à l'opposition, c'est d'avoir depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans, la venue du multipartisme en Algérie, ils ont agi par les mêmes procédés. Or que vous savez, c'est très connu, c'est physique. Lorsqu'on part d'un point A vers un point B, si vous utilisez les mêmes manières, vous aurez forcément les mêmes résultats. Vous parlez du vote islamiste que tout le monde courtise. Oui, non, moi je vous parle de l'opposition. Et c'est là que je vous dis que c'est dans ce contexte d'équilibre national qu'aurait dû intervenir l'opposition pour jouer un rôle. Et l'opposition n'a pas joué son rôle parce que je vois un petit peu le RCD qui essaye de se placer, qui a une bonne place quand même dans la communauté algérienne, mais quand même qui essaye un petit peu de faire de l'opposition. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus pour faire un petit peu barrage aux islamistes, au retour des islamistes. Attendez, il n'y avait pas d'opposition. Soyons concrets, dans le sens où... Non, l'opposition a toujours existé. Oui, mais la voix de l'opposition aujourd'hui, quand on veut vers le boycott... C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Ils utilisent les mêmes procédés boycott. Je ne participe pas. Il ne veut pas me donner de salles. Vous savez combien de fois on a entendu cette histoire de il ne veut pas, il nous refuse des salles et je ne descends pas dans la rue pour faire de la violence alors que je sais que je n'ai pas drainé du monde. C'était honteux de voir quelques chefs de parti qui étaient à la place Odin pour essayer qui ne drainaient pas de monde. Combien de personnes à la salle Hacha ? À la salle Hacha, il y avait beaucoup plus des islamistes. Voilà, c'est ce que je vous dis. Malmar Alibiya, pour ne citer qu'elle, c'est une télévision qui aujourd'hui est écoutée. Elle représente cette partie justement. Et M. Makri, par rapport justement à sa position, c'est vrai que tout le monde a essayé de réunir une opposition islamiste parce que, disons-le vrai, nous sommes de culture musulmane et qu'à l'intérieur du pays, cette culture est un petit peu, que ce soit dans les parce que je suis musulmane que je dois adhérer à un parti islamiste. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut utiliser la religion comme... non, comme moyen politique. Parce que la religion, vous savez, l'article numéro 2 de la Constitution, c'est l'islam et la religion de la République. Très bien, M. Zoroké. Vous savez que dans une situation pareille, c'est comme à la guerre, chacun a ses propres armes. Je citais M. Boras, qui avait, à l'époque... Je termine. Chacun a ses propres armes. Moi, je rejoins Madame, ne serait-ce que sur un plan... j'ai suivi quelques discours où des candidats parlaient de tourisme, de lancer les jeunes dans le tourisme. Point à la ligne. Mais le détail, il n'y avait pas. Moi, ça m'intéresse, le tourisme rural. Je voulais bien entendre un candidat me faire un petit peu le détail, avoir son programme sur le tourisme rural. Le tourisme rural qui peut vous bouffer, je ne sais pas combien de jeunes du monde rural. Qui fait vivre la Tunisie. Donc, tout ça, moi, je ne l'ai pas vu. C'est ça qu'on développe. L'Ansège, quelle solution? Parce qu'on connaît quand même le programme de l'Ansège pour les jeunes. Le programme, moi j'ai une autre idée par rapport à quand même à cette histoire de l'Ansège. C'est vrai que l'État a cassé la tirelire pour l'Ansège, mais ça a un petit peu quand même, il ne faut pas oublier le revers de la médaille, c'est que ça a vraiment encouragé comment on appelle ça, vous savez, les jeunes qui sont, ils ne veulent plus travailler, ils veulent tous être patrons. Allez-y à Alger, chercher un plombier, chercher je sais pas, un maçon ou là. Non, ils veulent tous être patrons. Est-ce qu'on n'encourage pas le fainéantisme quand même à travers cette politique? C'est le socialisme, oui. On encourage un petit peu. Tout le monde veut être patron. Tout le monde veut être patron. C'est pas possible. On ne peut pas être tous patrons. Je suis témoin d'une émission quand on était jeune sur Al-Ardou al-Fallah où on posait la question qui était le Fallah. Tout le monde nous disait je suis chef. Et un monsieur avait dit merci à M. Boumediene. Avant, on se levait à 6h du matin pour récolter les fraises. Maintenant, j'ai le temps. À 9h, je serai debout. Voilà. Et je le répète, Rajul al-Munasib fil makan al-Munasib. Oui, l'homme idéal. La place idéale, c'est ce qu'il faut, bien sûr. Bien sûr. Et pour ces histoires de violence, moi, je me dis qu'on peut être quand même, on peut être contre l'État, contre le régime, on peut protester de manière pacifique, on peut avoir des idées autres, on peut ne pas aimer son État, mais la patrie, c'est une autre chose, c'est ce qui doit être sacré. Le sujet qui fâche. Lequel? Baraket. Alors, j'étais donc sur la campagne pour M. Ali Benflis et pour M. Amar Ben Younes et M. Roul à Bruxelles. Donc, c'est moi-même qui ai assisté aux différents, je vais dire, meetings. Et c'est vrai qu'on a vu 20 personnes à peu près
du mouvement Barakat qui sont venus de la salle. Bien sûr, on a vu aussi le drapeau Amazir, puisqu'il y a une contestation par rapport justement aux propos. Et j'étais surpris, parce que bon, M. Amara Ben Younes a répondu tout de suite, donc il y avait ce côté. Il n'y a pas eu de violence, parce qu'on avait peur de ça. Beaucoup de gens ont eu peur qu'il y ait tout de suite de la violence dans les salles. Et on leur a donné la parole. Pour moi, c'est la peur du vote, ou alors la peur du non-vote. Aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est que les gens leur disent, c'est votre voix, c'est votre droit d'aller voter blanc, noir ou comme vous voulez, mais il faut y aller. Bien en Belgique, sûr. nous, on est pénalisé financièrement si on ne va pas au vote, parce qu'on nous dit, il y a des gens qui se sont battus pour aller voter. Exactement. Aujourd'hui, cet abstentionnisme, si justement c'est ça, et d'ailleurs, c'est ça la peur. C'est ça la grande peur des élections, c'est l'abstentionnisme. Moi, je dirais qu'aller voter, c'est d'abord un acte de civisme. Aller voter parce qu'on exprime la voix et surtout, vous savez, dans tous les cas, que ça soit du côté de ceux qui boycottent, qui appellent au boycott. Moi, je me dis que boycotter, c'est pas une solution. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Boycotter, ça fait 20 ans qu'on parle de ce fameux boycott. Est-ce que ça a donné quelque chose? Ça n'a rien donné. Parce que moi, j'ai entendu des chefs de parti qui disaient que voilà, on va encore une fois boycotter parce que c'était la même chose, avec 2004 ou 2009. Mais allez-y, cette fois-ci, en 2004-2009, tu n'as pas voté. Va t'exprimer. On va aller direct. J'ai interviewé une parlementaire européenne sur les différentes missions d'observateurs dans les élections. Et elle m'a dit, quand nous sommes partis chez Ben Ali, et qu'on a participé au vote, on n'avait pas entendu la voix du peuple. Donc ça veut dire que les Européens sont très à l'écoute de ce qui se passe dans les pays. La seule chose, c'est qu'ils aiment bien s'adresser à des organismes ou des organisations bien structurées. Alors aujourd'hui, un message par rapport à comment l'Europe réagit un petit peu dans ce Maghreb, cette Méditerranée, parce qu'on le voit, il y a 2 poids 2 mesures. D'un côté, dès qu'il se passe quelque chose par rapport, je vous vois, le vote en Ukraine, tout de suite, le monde entier s'est réveillé. Alors que l'on sait que la Crimée avait été offerte à l'Ukraine. Oui. Et aujourd'hui ici, quand on parle de grands espaces africains avec du pétrole, de l'uranium, du gaz, l'Europe a, comme on dit, par rapport à son ministre, on va dire, au ministre Laurent Fabius, quand on lui a posé la question, il a dit l'Algérie est souveraine. Moi, sincèrement, je vous dis que l'Europe, ce n'est pas le peuple qui l'intéresse, c'est beaucoup plus les intérêts qui se trouvent en Algérie qui l'intéressent. Donc le peuple crie ou qu'ils disent quoi que ce soit, c'est le dernier de leurs soucis. C'est ce qu'il y a en Algérie qui les intéresse. Point à la ligne. Voilà, donc un dernier mot, Madame. Merci de nous avoir invités. C'était vraiment agréable. Monsieur Zoloré. Également, merci beaucoup. Voilà, donc Média Croisé vous parle. On remercie Beurre TV de nous avoir fait appel. Eh bien, nous sommes honorés aussi de vous recevoir. Donc, on vous rappelle cette émission Média Croisé chaque semaine pour parler un peu de l'actualité, des médias, de la radio, de ce qui se dit sur l'Internet. Aujourd'hui, l'actualité, elle est liée aux élections. On y arrive le 17. On rappelle que la campagne en Europe s'est terminée, ça y est, donc plus personne ne fait campagne. On attend les votes le 12 et le 13. Et nous rappelons que la communauté aujourd'hui, à l'étranger, est très très attentive. Bien sûr, à ce qui se passe en Algérie. Parce qu'elle est impliquée familialement avec ici. Et nous espérons le khair, c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, les immigrés sont très intéressés par ce que veut le peuple. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.